Donc j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on va se consacrer à une question qui déchire l'actualité et qui a une réutilisation médiatique. Donc dans cette chaîne Histoire Explore, l'objectif est de vous présenter des faits d'actualité, de les analyser, de les critiquer, de présenter aussi une démarche qui se veut la plus proche d'une démarche d'historien, notamment en utilisant des sources. On commence avec notre premier sujet. En 2023, 23 tonnes de cocaïne qui sont saisies, 23 tonnes. L'an dernier, sur 11 mois, 47 tonnes. Notre pays, la France, soit sur la voie de la cartélisation. Donc il va falloir réagir. Alors, vous êtes non censé savoir, j'espère du moins. Du Salvador à Washington, une poignée d'activistes manifestent contre l'expulsion de personnes arrêtées aux États-Unis. En particulier, ils s'indignent du cas de Kilmar Abrego Garcia, un émigré salvadorien pour lequel l'administration a reconnu une erreur, car il était en principe inexpulsable depuis 2019. Nous avons notre Donald Trump qui s'est assis une nouvelle fois sur la notion d'état de droit et qui ne veut pas le récupérer, donc il a été envoyé donc, au Saint-Salvador dans ces fameuses nouvelles prisons. Et donc on est face à une situation quand même qui pose beaucoup de questions. Alors, nous on va surtout s'intéresser sur la venue du président de Saint-Salvador, aux États-Unis, Nayib Bukele, je vais oublier son nom. Vous avez la Cour suprême qui est quand même l'instance judiciaire, donc comme le veut son nom, la plus haute instance judiciaire, qui a estimé que cette expulsion était illégale, et donc dans ce cadre-là, donc casser cette mesure d'expulsion, normalement, aurait dû être la suite logique et faire revenir cette personne-là. Sauf que Monsieur Trump, qui écoute ce qu'il veut, indique que pas du tout, qu'il a respecté les règles et que la Cour suprême, en fait, est d'accord avec lui. Alors on est un peu dans le tropisme de Trump, comme vous le savez, sur Hebdo Explore, chaque semaine, on aborde bien souvent l'actualité internationale, et on part de Donald, qui s'énerve entre deux graphiques et entre deux tableaux, là où il met des taxes à tout le monde, mais là, on est quand même sur un élément qui revient constamment, c'est-à-dire il n'entend que ce qui l'arrange, même si ça va à l'encontre de la réalité. Exemple des taxes, n'hésitez pas à voir les vidéos que j'ai faites là-dessus, sur ces questions-là notamment, pourquoi elles sont complètement incohérentes et complètement inapplicables, et bien souvent elles sont d'ailleurs cassées par décision judiciaire par la suite. Salvadorien de construire de nouvelles prisons. Donc on voit que les États-Unis là sont en train tout simplement de faire la danse du ventre devant l'autocrate Bukele, donc du Saint-Salvador, pour la simple et bonne raison que les États-Unis veulent envoyer donc des étrangers dits délinquants au Saint-Salvador pour pas les gérer eux-mêmes, et nouveauté aussi, peut-être proposer aussi l'envoi de citoyens américains dans un pays tiers notamment, pour que l'État américain s'en frotte les mains et laisse en quelque sorte cette situation à gérer sous un autre État. Donc là la question de souveraineté là, elle est zéro, mais c'est pas ça surtout le fond du problème. Cette situation extraterritoriale, excusez-moi, donc de gestion de ses propres problèmes en quelque sorte, n'est pas une nouveauté pour les États-Unis, plutôt vous avez certains territoires qui accueillent déjà des structures en dehors de tout cadre judiciaire. La célèbre base de Guantanamo au sud de Cuba, donc qui est dans un territoire extraterritorial et qui permet aux États-Unis d'interroger et d'avoir interrogé et torturé des personnes suspectées de terrorisme suite au 11 septembre 2001. Donc ces prisons existent aussi dans d'autres territoires. On parle de prisons secrètes qui étaient notamment sous le fait de la CIA dans les années 80-90. Donc là on a une situation finalement où là Monsieur Trump, publiquement l'avoue, il veut remettre cette situation-là entre les mains d'un autre État, parce qu'il est très content de la manière dont le Saint-Salvador gère justement sa délinquance. Alors ce qui est étonnant d'ailleurs, si vous le voyez sur l'image, notre monsieur Bukele là, il arrive dans la Maison Blanche, il a pas de cravate, et là notre Donald il s'énerve pas, il tape pas du poing sur la table en disant bou bou bou, qu'est-ce que c'est que ça, vous venez parler au président des États-Unis, il faut être bien habillé. Là bien sûr je fais un gros clin d'œil à ce qui s'est passé avec Zelensky, le président ukrainien, quand il est venu avec son habit classique militaire, l'Ukraine est toujours en guerre, soit dit en passant, et donc ça avait offusqué les républicains de bon teint. Là par contre ça les offusque absolument pas, voilà. Donc pour la petite parenthèse. Alors maintenant, revenons un peu sur le système Saint-Salvador. Il a aussi redit envisager d'envoyer au Salvador des citoyens américains. Alors ça, envoyer des citoyens américains sur un autre territoire, c'est quand même quelque chose qui piétine, mais alors vraiment, la notion de droit. Parce qu'un citoyen est lié à des droits et lié à un État, en particulier, là, Monsieur Trump, il s'essuie les pieds dessus, tout simplement.
Nayib Bukele est très populaire dans son pays pour sa répression contre le crime, avec des dizaines de milliers de suspects envoyés au Sécotte, considéré comme la plus grande prison d'Amérique latine. Alors vous avez ces scènes qui ont fait le tour du monde, notamment où on voit des membres de gangs saint-salvadoriens et vénézuéliens dernièrement, qui ont été expulsés des États-Unis, envoyés dans ces prisons ultra sécurisées. Et comme vous le voyez déjà sur l'image, on est dans une militarisation de la société du Saint-Salvador relativement poussée. Alors, nous allons maintenant un peu nous pencher sur cette question-là, notamment concernant le Saint-Salvador et l'arrivée de M. Bukele au pouvoir, ce qu'il a fait, et vous allez voir qu'on va essayer d'être le plus objectif possible, même s'il n'empêche que être objectif n'empêche pas d'être critique, soit dit en passant. Donc n'hésitez pas à commenter, également à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous intéresse. J'ai fait ma petite promo, allez, hop là, on va voir le Saint-Salvador. Alors, je vous ai trouvé un article notamment tiré d'une revue en ligne qui s'appelle Revue d'Histoire. Alors parfois il y a des articles qui sont écrits notamment par des chercheurs et parfois des étudiants en master en particulier. Là en l'occurrence c'est le cas de monsieur Marco Zerneri. Alors l'article il essaye de contrebalancer le 10 points positifs, points négatifs de la politique de monsieur Bukele au Saint-Salvador, donc président élu en 1919 sur un programme ultra sécuritaire et sur les résultats de ce même programme maintenant en 2025. Alors, le Saint-Salvador, petit contexte géographique, on est dans un pays d'Amérique centrale, un tout petit pays, qui est sorti d'une terrible guerre civile en 1992, donc qui a déchiré le pays avec des mouvements communistes. On est dans ce contexte aussi de fin de guerre froide, pays d'Amérique centrale également qui a été aussi un terrain de jeu de la CIA américaine, pour ne pas la nommer, donc dans cette logique de contre-insurrection. Et donc on a un État en 92 qui sort difficilement de cette situation-là et qui va s'enfoncer aussi dans des éléments de narcotrafic de plus en plus affirmés et de plus en plus importants. Alors, donc on vous parle de cette situation de guérilla donc qui a fait quand même plus de 70 000 morts, donc 40 000 civils, donc guerre civile qui s'est terminée en 92. Vous avez donc un pays aussi où dans les centres urbains, la vente d'armes et de drogue va se développer, donc on a un État qui va être quasi failli en l'occurrence face à cette situation dans les années 90 et qui va s'enfoncer dans une délinquance avec des mouvements de délinquants de plus en plus importants et notamment des fameux gangs, les fameux Maras. Donc vous en avez plusieurs, le MS-13, le Barrio 18 aussi, alors il y a différents noms. Donc ce sont des gangs qui vont prendre appui au sein du pays, qui vont prospérer et vont contester de plus en plus l'État en particulier, créant un climat de peur, d'insécurité très probant. Donc voilà, donc le but c'est de revenir un peu sur la situation du Saint-Salvador pour comprendre d'où vient ce fameux Bukele quand il a été élu en 2019. Alors, face à cette situation, c'est un pays aussi de 6,5 millions d'habitants qui va connaître une forte émigration, notamment vers les États-Unis, pour fuir cette situation complètement chaotique, car un pays qui s'enfonce dans une situation de quasi-guerre civile, alimenté par ces narcotrafics et un État qui faillit, tout simplement, vous avez des investisseurs qui fuient, vous avez une situation du pays qui devient de plus en plus problématique, avec une croissance économique qui est en berne. Donc cet article reprend bien ces éléments-là, pré-Bukele. Alors, on est face à un pays donc, qui a un taux d'homicide complètement dément. En 2015, le taux d'homicide était de 108 meurtres pour 100 000 habitants. Et donc c'était un des pays qui était considéré comme le plus violent au monde, avec un des plus hauts taux du monde. Donc vol à main armée, extorsion, trafic de drogue, etc. Tous ces éléments-là, contribuaient à cette situation complètement chaotique. Donc un État qui ne répond plus à ses obligations de sécurité de ses citoyens, et donc forcément, vous avez une surenchère politique qui arrive, et avec ce jeune président là de tout juste 30 ans, qui va mettre les bouchées doubles sur ces éléments-là. Alors, restez bien jusqu'à la fin du stream quand même, parce qu'on est en live sur YouTube également, et donc là on est sur un élément peut-être que vous reverrez en replay sur YouTube, parce que là on présente la situation et après on va voir le fond du problème en quelque sorte, et notamment les résultats de cette lutte contre la délinquance. Donc, quand il prend le pouvoir en 2019, il se lance dans une logique Bukele qui est ultra sécuritaire, construction de prisons, plus de 40 000 places vont être construites, création de forces spécifiques, forces d'intervention rapide qu'on appelle les FIR, et donc ces méga prisons là qui sont ici citées dans l'article, et avec une volonté d'offensive très, très, très importante. Alors,
Le taux d'homicide continue à augmenter. On est à 1086 en 2023 pour 100 000 habitants. Donc on est passé de 108 à 1086. Donc on a ça c'est le taux d'incarcération qui va exploser également parallèlement à ce fort taux d'homicide. Excusez-moi, je me suis quelque peu mélangé dans les pinceaux là. Donc vous avez un taux d'homicide qui augmente, 108 pour 100 000 habitants, un taux d'incarcération qui va exploser, ça c'est la réaction de l'État, avec des prisons ultra répressives dans leur fonctionnement, et une militarisation de la police également au San Salvador. Alors, on a une situation qui semble s'apaiser au San Salvador, malgré des pics notamment, et notamment 2 pics, c'est-à-dire en 2020, vous avez ces gangs qui réagissent en attaquant notamment des structures étatiques, avec des affrontements des rues, et notamment en 2022, on reviendra là-dessus, où vous avez, pendant un week-end sanglant, donc en mars 2022, vous avez 90 personnes, 87 exactement, qui vont se faire assassiner dans les rues, sur tout le San Salvador. Donc vous avez une logique des gangs qui vont essayer de contrebalancer cette répression étatique par une logique de confrontation avec ce même État. Et donc le président salvadorien va rajouter encore une couche, va encore accentuer cette pression sur la société avec la déclaration de l'état d'urgence, c'est-à-dire suppression des libertés publiques, de réunions, d'associations, de déplacements et des arrestations qui vont en pleuvoir. Plus de 9000 personnes en une journée vont être arrêtées sur le San Salvador. Alors, on a ces scènes-là où on voit justement ces membres de gangs qui sont humiliés publiquement par les forces répressives, donc positionnés dans des gigantesques prisons avec ces images où on les voit tous assis les uns sur les autres avec menottés et puis bien sûr en sous-vêtements. Donc il y a une volonté d'humiliation publique de ces personnes-là pour montrer que l'État humilie ces délinquants et montre qui est le plus fort en quelque sorte. Donc une logique un peu de mano à mano dans la logique de communication du gouvernement. Alors, on a donc un pays qui progressivement stabilise sa situation sécuritaire, voire l'améliore. Donc là, des éléments sont notés. Les statistiques sont largement en faveur du président Bukele. Le taux d'homicide tombe à 2,4 en 2023. Je vous rappelle qu'il était de 108 en 2015. Un indice de criminalité qui chute de 68% en 2019. Le taux de vol tombe à 42%. Bon voilà, des pourcentages, après il faut voir ce que ça représente derrière. Mais on voit donc une forme de réussite de l'État saint-salvadorien face à cette situation qui était chaotique. Mais, le mais est important. Comment ça a été possible? Alors, on va parler notamment de la situation de l'État qui, face à une situation d'urgence, tombe dans l'ultra-sécuritaire et accentue de plus en plus sa pression sur la société. Alors ce modèle s'exporte un peu à l'étranger, il est bien sûr mis en scène par un président qui est ultra communicatif, Twitter, les médias sont conviés dans ces belles prisons, regardez comme c'est bien propre, comme c'est bien blanc. Donc il y a tout un discours médiatique qui se porte par la représentation des images en question. Ça c'est un élément important dans cette communication-là. Et donc l'article quand même termine sur la question de la sécurité, à quel prix? Et notamment sur la question de l'état de droit, parce que cette logique répressive a amené de nombreuses dérives qui sont innées à l'utilisation de la répression dans ce cadre-là. Des personnes arrêtées alors qu'elles n'ont rien fait, des personnes condamnées alors qu'elles n'ont rien fait, des personnes assassinées également par les forces répressives et par le biais de bavures qui ont été de plus en plus notées. Donc Amnesty International a fait un rapport sur le San Salvador qui est gros comme le bottin, notamment face à toutes ces atteintes aux libertés civiles et notamment liberté de la presse, etc. Ce qui est toujours étonnant de voir que ces régimes autoritaires qui tapent du poing sur la table et mettent un sentiment d'autorité et de sécurité auprès de leur population, alors sentiment qui donne des résultats, comme c'est indiqué, mais au prix de la suppression des libertés, et surtout, toujours en indiquant que c'est pour défendre la liberté des gens, mais en fait on va réduire leur liberté, voire on va les réduire à zéro. Donc toujours ces états autoritaires sont bien souvent des états qui créent plus de désordre qu'autre chose, soit dit en passant. Mais bon, on a quand même un élément qui montre aussi un régime qui progressivement concentre des pouvoirs entre ses mains, contrôle l'outil judiciaire, la séparation des pouvoirs finit par disparaître, et donc on est dans une logique qui s'éloigne très nettement de l'état de droit et qui amène à un amenuissement, à une diminution des libertés. Alors, mis à part voilà tous ces éléments-là, si on revient un peu sur ce président là, Bukele, donc élu en 2000, alors c'était
à 39 ans, alors j'ai dit voilà tout juste 30 ans. Donc en 2019, donc jeune président avec beaucoup d'espoir en lui, hein, et qui va être assez populaire notamment par rapport à ces premières mesures qui sont prises. Alors maintenant, il va falloir aller un peu plus loin, voir l'effet Bukele, si c'est pas un effet en fait qui cache quelque chose de cette diminution des taux d'homicide dont on peut se satisfaire, hein, mais quelle est la réalité en fait ? Alors, dans un autre article du Monde, cette fois-ci du 12 avril 2022, donc il y a pratiquement 3 ans, revient sur l'événement qui s'est passé en mars 2022. Donc comme vous le savez, comme je l'ai indiqué précédemment dans le stream, vous avez un affrontement très violent dans les rues, notamment déclenché durant le week-end du 25 au 27 mars 2022. 87 personnes vont être assassinées par des crimes attribués à ces fameux gangs qu'on appelle les Maras, qui sème la terreur dans ce petit pays centra-américain. Alors Bukele tout de suite a réagi avec des arrestations multiples, on parle de 9000 personnes arrêtées, comme je l'ai indiqué, hein. Des personnes qui disparaissent du jour au lendemain, on ne sait pas où elles sont placées, les proches sont pas au courant, et donc vous avez des personnes qui se sont inquiétées de cette vague d'arrestations qui ont concerné des personnes qui étaient pas du tout liées forcément à ces assassinats-là. Donc 16 000, donc on vous indique que 70 000 personnes à cette époque-là sont déjà sous les verrous au Saint-Salvador, dont 16 000 membres de bandes armées, donc ces fameuses personnes que l'on voit sur ces images qui ont fait le tour du monde. Et donc, on a une logique ultra répressive de l'État du Saint-Salvador sur cette question-là. Alors, cette logique, forcément, face à ces assassinats qui ont remis en cause l'autorité du président élu sur son programme sécuritaire, va le pousser à être encore plus répressif. Et donc, vous avez l'Assemblée nationale du Saint-Salvador qui va créer de nouvelles lois encore plus répressives que les précédentes, c'est-à-dire donc des lois multipliant par 5 les peines prévues à cause du simple fait d'appartenir à un groupe criminel, pas par rapport au délit que vous allez faire, mais le fait d'y appartenir. Et comment on sait si vous y appartenez? Si vous avez des tatouages, donc là je vous dis pas les arrestations un peu au doigt levé, au doigt mouillé plutôt, 45 ans de prison au maximum pour les chefs. Et surtout, on s'intéresse aussi à des populations qui normalement l'État doit protéger. Vous avez la possibilité de condamner jusqu'à 10 ans de prison des enfants dès l'âge de 12 ans. Voilà. Voilà le côté répressif du Saint-Salvador. Donc, avec bien sûr une contrôle des médias sur ces images que l'on diffuse, et puis où on encourage les médias à porter la bonne parole. Alors, vous avez quand même des journaux qui ont continué à faire leur travail au Saint-Salvador, donc notamment sur cette question désolé pour la faute d'élocution, ça peut arriver, je suis en live. Donc, qui ont continué à faire leur travail et leur job de journaliste, et notamment vous avez un site qui s'appelle le média en ligne El Faro, qui en août 2021 a lancé une enquête sur notamment cette baisse de criminalité depuis l'élection de Bukele, qui indiquait que oui, il y a une raison sécuritaire, mais c'est quand même bien bizarre. Et en fait, ils ont révélé que la baisse de la criminalité est due aussi à des négociations secrètes entre l'État, et donc Monsieur Bukele, et ces fameux gangs qu'il promettait d'éradiquer. Donc des négociations avec notamment le groupe Maras Salvatrucha 13, donc MS13, alors excusez-moi ma prononciation en espagnol, oui je sais, donc voilà, on fait comme on peut. Donc les groupes Barrio 18, etc. Et donc des négociations secrètes destinées à faire un échange de bons procédés, vous faites moins de crimes, mais en même temps on sera plus sympa avec vous, des détentions qui seront allégées, voire même des négociations pour éviter de vous faire passer par la case prison sans recevoir 20 000 euros, comme le dirait le Monopoly. Donc ça c'est un élément qui avait été révélé par le département d'État américain, qui avait déjà condamné 2 membres de l'exécutif autour du président saint-salvadorien sur cette négociation en loose day entre ces gangs et l'État. Donc là on voit un peu peut-être le miracle du Saint-Salvador qui a lutté contre ces narcotrafiquants, donc par une réponse sécuritaire, mais aussi des négociations complètement illégales entre l'État qui fait des cadeaux à des groupes paramilitaires. Et là, on a un peu l'impression de tomber dans la série Narcos avec Pablo Escobar, quand vous avez l'État colombien qui essaie de négocier avec lui, notamment pour éviter que le pays soit à feu et à sang.
Donc, finalement, hein, voilà un miracle peut-être qui finit par s'évanouir. Hein. Et donc vous avez une chercheuse, notamment française, Jeannette Aguilar, qui indique que s'il y a eu des réactions, notamment cette notion d'homicide de mars 2022 qui est revenue sur la scène, il y a eu la même chose en 2020, quand l'État notamment a été très répressif et n'a pas respecté sa parole vis-à-vis des narcotrafiquants, et que ces derniers, ont tout simplement montré qu'ils étaient là et sont intervenus par ce biais-là. Donc on est dans une logique de l'État qui se comporte finalement comme un gang un peu, hein, et qui essaye d'éliminer d'autres gangs. Donc là, voilà, la notion d'état de droit, vous voyez, là, elle est au 3e sous-sol, voire même au 4e, avec qui sert tout simplement de paillasson à une logique qui éloigne de son fond et qui ne va pas résoudre le problème, tout simplement. Donc, voilà le miracle du Saint-Salvador, et cette logique, justement, dans un 3e temps, maintenant, de notre présentation de ce matin, sur cette question du narcotrafic, hein, est aussi liée à peut-être des exemples qui ont été pris dans d'autres territoires, et notamment un territoire qui, bien avant 2019, a déjà peut-être ouvert la voie à la fois par un président complètement hors de contrôle. Alors nous, on le voit actuellement aux États-Unis, mais on l'avait dans cet autre pays qui était les Philippines, avec notamment le président Duarte. On y va tout de suite. Alors, en 2021, Rodrigo Duarte, donc président des Philippines élu, a indiqué qu'il ne se représenterait pas après son mandat assez chaotique. Hein. Alors, qui est ce personnage-là, sous sa belle chemise blanche? C'est quand même un sacré personnage, parce que dans sa logique de la gestion des problèmes des Philippines, qui faisait face aussi à un problème à la fois de guerre, de guérilla dans certains territoires, de trafic de drogue, et notamment d'une explosion de la consommation, notamment de produits de drogue, va avoir un discours très ferme, très sécuritaire et complètement démagogique, avec des allusions mais d'une violence, et quelqu'un qui ne va pas se contenter d'une simple violence verbale, hein, qui va également faire tomber son pays dans une logique de surenchère et de début de guerre civile également. Et c'est quelqu'un quand même qui n'hésitait pas à déclarer donc dès qu'il a pris le pouvoir aux alentours des années 2017, je crois. C'était quand ça? C'était 2016. Regardez bien cette séquence comme elle est lunaire. On a quelqu'un qui est président de la République, et pour décrire un problème qui déchire son pays, voilà sa justification. Ouais, je suis bon. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. Donc vous avez vu la comparaison, hein? At least if Germany, Au moins l'Allemagne avait Hitler. Voilà ce que dit un président de la République en 2016. my victims, I would like to be all criminals to finish the problem. Donc pour lui, mettre fin au problème, c'est tuer tous les toxicomanes. Donc on mélange trafiquants, toxicomanes, malgré les rapports sanitaires du monde entier qui indiquent que la consommation de drogue, les personnes qui consomment sont liées à une dépendance et ne sont on ne peut pas les considérer comme des criminels. Il y a bien une différence entre ceux qui en font de leur argent et ceux qui malheureusement consomment ces produits qui les tuent. Et donc là, on a quelqu'un qui les met tous dans le même sac et qui se compare à Adolf Hitler en indiquant, lui, il a tué 3 millions de juifs. Rodrigo, il faudra retourner, je pense, au collège, hein, notamment au programme de 3e. Hein, c'est plutôt plus de 6 millions quand même. Et donc, cet élu, ce chef d'État, indique que lui, il va faire un peu la même chose. Et là, ce type de déclaration complètement claquée au sol, ultra provocante, ultra méprisante, ultra violente, excusez-moi, je trouve plus mes superlatifs tellement que on pourrait dire plein de choses. On est face quand même à quelqu'un qui en fait ouvre la porte à tous ces élus qui de nos jours
font exactement la même démarche, c'est-à-dire sont sur des logiques de provocation par le discours public, par leurs paroles. Donald Trump est un bon exemple, mais en France, ça commence à arriver, et vous allez voir qu'en 2027, ça va donner. Donc, voilà le Roberto Rodrigue, et cette personne-là, tout simplement, a lancé son pays dans une guerre contre la drogue et ceux qui la consommaient, et on parle quand même de 7000 morts. Donc, tout simplement, la police des Philippines a eu carte blanche, avec une militarisation de cette même police, avec une ultra-répression vis-à-vis de la lutte contre le trafic de drogue, et donc, résultat, les libertés publiques aux Philippines ont été piétinés, des arrestations d'opposants, parce que forcément, entre des personnes qui ont été abattues, vous avez aussi des opposants politiques qui l'ont été. Ils étaient pas là, c'était sûrement des trafiquants. Donc vous avez un état de droit qui a complètement failli. Et donc monsieur Duterte, pourquoi je dis Duarte, oui, c'est peut-être la prononciation pourtant. Donc Rodrigo Duarte a tout simplement pas pu se représenter alors qu'il a tenté, mais la constitution des Philippines interdit de faire plus de 6 ans. Alors est-ce que vous savez comment on appelle un mandat présidentiel de 6 ans? Donc on a le mandat du 5 ans, le quinquennat comme en France. Avant nous on avait le septennat. Le sextuennat, je ne connaissais pas. Écoutez, c'est tout beau. Donc voilà, il n'a pas pu se représenter. Il a tenté quand même de présenter sa fille, tant qu'à faire, mais bon, du coup, ça a été un peu gros. Et du coup, finalement, il ne s'est pas représenté. Alors, cet homme-là, actuellement, est au TPI, au Tribunal Pénal International à La Haye. Il a été arrêté et là, il va être jugé, notamment pour les crimes qu'il a commis durant son mandat. Que ça soit ses appels au meurtre, comme vous venez de le voir, que ça soit la réalité de ses appels au meurtre, c'est-à-dire 7000 morts aux Philippines, et puis un pays qui est loin d'être apaisé actuellement, avec toujours les mêmes problèmes, sauf il y a eu une ultra-violence dans ce qui a été fait, et c'est vrai qu'on est dans une logique de loi du talion, en fait. C'est un élément qui est important, de dire mais la situation est catastrophique, ces trafiquants tuent des gens, volent, il faut faire quelque chose, donc l'État devient ultra-violent à son tour, et finalement, le problème n'est pas du tout résolu, en fait. Il est toujours présent. Alors, notre Duarte, donc, va inspirer peut-être le Saint-Salvador, et puis va inspirer aussi peut-être Monsieur Trump dans cette logique communicationnelle en disant des choses complètement improbables pour marquer, pour faire l'effet du buzz avec cette logique. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites qui sont en replay également dans Hebdo Explore, qui sont disponibles sous la chaîne ou et en replay sur YouTube, tout simplement car on est dans cette logique du bruit permanent, c'est-à-dire on balance quelque chose de gros, mais l'opposition n'a pas le temps de répondre parce qu'il a déjà balancé 3 choses encore pires. Donc c'est constamment comme ça. Ça va fatiguer, je pense, rapidement les pays et qui vont peut-être progressivement ne plus l'écouter aussi. Ça, c'est aussi le risque de ce type de procédé. Heureusement que sur nos télés, on peut parfois mettre le mute pour couper le son de ces propos complètement hilarants et complètement claqués au sol. Alors, on va maintenant passer... Hop, alors attendez. On va maintenant voir la réalité de cette logique sémantique donc de narcotrafic, cette réalité maintenant nationale. On va s'intéresser à la situation en France notamment, et de cette lutte contre la drogue qui tombe et qui revient plutôt dans le débat public et qui devient un argument politique pour certains hommes politiques. Alors, comme vous le voyez, donc Monsieur Retailleau, Bruno de son petit prénom, ministre de l'Intérieur, donc a lancé dernièrement une offensive verbale vis-à-vis du narcotrafic en France, donc en parlant de narco-racaille, de mexicanisation de la situation française, avec un tableau mais apocalyptique de ce qui se passe en France par rapport à ces violences, ces affrontements, cette question de prisons qui ont subi des attentats là, donc par le biais de mitraillage de leur façade, des agents de l'administration pénitentiaire qui ont été agressés ou du moins leurs véhicules ont été dégradés, etc., etc. Donc une situation médiatique qui amène le ministre de l'Intérieur à surfer sur ces événements-là et en utilisant un vocabulaire qui peut surprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que BFM a fait un article assez intéressant, donc du 17 avril, donc très récemment, 2022, sur cette situation-là.
Donc sur ces termes qui ne sont pas choisis au hasard hein, pour marquer l'opinion publique hein, et qui va dans le sens de rapports parlementaires notamment sur l'explosion du trafic de drogue et notamment du marché de la cocaïne en France qui dépasse celle du cannabis hein, et donc avec une volonté de l'État de réagir face à ces violences, notamment ces balles perdues qui ont tué aussi des personnes proches des lieux de deal, des règlements de compte entre gangs ou entre groupes criminels pardon, autour de cette question de la vente de la drogue, et puis voilà des victimes innocentes qui deviennent en quelque sorte un peu des symboles de cette forme de gangrène qui est présentée par le monde politique de la France vis-à-vis de cette situation-là. Alors, les mots qui sont utilisés sont destinés à marquer l'opinion publique, hein. Mais cependant, ce qui étonne quand même beaucoup de chercheurs en sciences humaines, on peut se féliciter qu'en France, on a quand même des personnes qui travaillent dans ces domaines-là et qui ne sont pas dans cette logique d'exposition médiatique pour répondre peut-être à des demandes politiques et puis également préparer des élections. Et donc notamment, plusieurs personnes vont dénoncer en fait une manœuvre avant tout politique destinée à peut-être créer un brouillard de guerre sur un événement dont on verra la réalité par la suite. Alors, en parlant de mexicanisation, quand même, là, monsieur Retailleau, il allait quand même très très fort. Hein. On parle quand même d'un pays, le Mexique, où par an, vous avez 30 000 personnes en 2024 qui ont été tuées par la gang des cartels. 30 000 personnes. L'équivalent d'une petite ville moyenne en France. Donc en France, on est quand même très 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 loin de ce chiffre-là. Très 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 loin de ce chiffre-là. Et quand on entend ce type de chiffre, on se dit que notre Bruno, quand même... Non. Non, mais non, je ne vais pas crier. 30 000. Non, mais au secours, quoi. Donc, on en est quand même très très loin. Alors, il y a quand même une sénatrice LR qui a quand même dit, oui, Bruno, il s'est un peu enflammé. On n'est pas le Mexique quand même en France. Hein. Bon. Alors, ensuite... On a des éléments où on parle de narcotrafic, narcoterrorisme, scènes de guerre, etc., qui n'hésitent plus à défier l'État. Donc il y a une logique voilà, d'un discours qui devient de plus en plus alarmiste pour la population. Et ça crée une immense angoisse, hein, comme le dit notamment d'autres hommes politiques hein, sur cette situation. Et on peut parler de surenchère verbale. Hein. Donc ça n'enlève en rien les personnes qui ont été tuées par ces balles perdues, ces personnes qui ont été tuées parce qu'elles participent à ce trafic, ou ces actes-là que j'ai présentés en début. Mais cependant, de quelques actes, en faire une généralité pour créer un tableau le plus apocalyptique possible, là, ça interpelle quand même le citoyen et ça interpelle aussi les chercheurs. Et puis aussi, on a un monsieur Retailleau qui se prépare peut-être à la future élection présidentielle de 2027, même si dans les sondages, il est indiqué dans l'article de BFM que actuellement, que 33% de Français ont une opinion favorable du personnage. Et puis aussi, on a monsieur Retailleau qui se positionne face à un autre de ses adversaires, l'ancien président de la région Rhône-Alpes, monsieur Wauquiez, qui est aussi dans une surenchère sécuritaire complètement folle. Hein. Vous avez peut-être entendu cet élément où on a cet élu de la République qui veut envoyer des personnes devant être expulsées, car n'étant pas en règle avec les autorités vis-à-vis de leurs papiers, les fameuses OQTF, à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que là-bas, il fait froid et ça va leur faire les pieds. Voilà le niveau du discours politique. Hein. Alors, pour les Français de Saint-Pierre-et-Miquelon, si vous me regardez, bonjour à vous, hein, c'est une très belle île, mais cependant, l'image est complètement désastreuse. Hein. Pourquoi pas réouvrir les bagnes également, que la République a eu la gloire de fermer, soit dit en passant. Hein. Donc, on est dans une logique où finalement, le mot, les expressions sont destinés à marquer l'opinion pour finalement des réalités qui sont complètement diverses. Et ces réalités, justement, on va terminer notre live replay de ce matin en voyant réellement est-ce que le trafic de drogue en France a explosé. Allez, à tout de suite, on va analyser ça. Alors, je vous ai trouvé, hop là, un document donc, qui permet de remettre un peu les pendules à l'heure, l'église au centre du village, comme dirait l'autre. Donc, concernant bilan statistique de l'insécurité et de la délinquance. Alors, vous avez un service d'État qui s'appelle le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, donc qui est lié au ministère de l'Intérieur, donc de monsieur Retailleau,
et qui met en avant justement voilà, tous les éléments statistiques, les plaintes déposées, les délits, donc c'est en rapport aussi avec le ministère de la Justice. Donc c'est un outil qui est officiel hein, et qui est d'une grande rigueur dans sa réalisation en tant que tel. Donc c'est un outil qui sert voilà, à créer des éléments de politique publique en particulier. Hein. Alors vous avez l'INC aussi, alors j'ai pas pris celui de l'INC, l'Institut des études économiques, pardon, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il datait de 2019, et je ne voulais pas que dans les commentaires, des personnes me tombent dessus en disant « Ouais, mais tes chiffres, ils ont déjà 6 ans, ils sont tout faux, etc. » Donc là, c'est celui de 2023. Hein. Donc il y a un petit délai quand même, hein, le temps que les statistiques arrivent, etc. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement proche, et surtout, on est après l'effet confinement, qui avait contribué à faire baisser la délinquance dans un premier temps, avant une explosion notamment de certaines consommations après le confinement. Alors, vous avez donc tout un dossier très, très fourni, qui est en ligne, sans aucun problème, que vous pouvez trouver, réalisé donc Place Beauvau, donc par le ministère de l'Intérieur. Et donc nous, on va s'intéresser à, tout simplement, infraction à la législation et des stupéfiants. Hop là. Voilà. Alors, on vous indique sur ce document de qualité, est-ce que la France plonge dans le narcotrafic? Est-ce que la France se mexicanise et donc ne boit pas que de la tequila, mais tombe dans des luttes d'affrontement de guerre des gangs, toujours avec modération s'il vous plaît, voire même pas du tout. Donc, en 2023, là, 299 personnes sont mises en cause par la police et la gendarmerie dans le cadre d'infractions à la législation des stupéfiants. Alors là, c'est que les stupéfiants. La fiche numéro 7 que je suis en train de vous commenter. On vous indique que 84% de mises en cause pour laquelle l'infraction d'usage de stupéfiants est la principale, et 33% dans l'infraction de trafic. Donc il y en a un, c'est pour l'usage, et un autre, c'est pour trafic. Donc on voit que l'usage est davantage présent dans les statistiques que plutôt le fait d'en vendre et d'en faire un commerce. Alors c'est quoi le trafic? Parce qu'on parle de narcotrafic. Le trafic regroupe l'importation, l'exportation, la culture, la production illicite de stupéfiants et les infractions douanières liées aux stupéfiants. Voilà. Donc grosso modo, voilà la définition de trafic. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le langage, on terminera notre stream là-dessus, c'est que tout simplement, l'usage donc du terme de narcotrafic, en fait, est un terme qui, il y a 20 ans, n'existait pas. On parlait de trafic de stupéfiants. Et ça, en fait, ce terme-là est utilisé aussi politiquement parce qu'il relève d'imaginaire autour du trafic et d'imaginaire qui est lié parfois aussi au cinéma en particulier. On le verra en fin de stream. Alors, le nombre de mises en cause pour le trafic, donc vous voyez, on était à 40 000 en 2016, 48 000 en 2023, donc une progression de 8 000 pour trafic, 8 000 affaires supplémentaires, 8 000 peines de personnes donc, qui ont été condamnées, voilà, donc 48 800. On a eu un creux après 2019, effet confinement, donc où là, tout le monde est resté chez soi, la police, plus facile de contrôler les allées et venues. Et puis après, de nouveau, une remontée, et peut-être une remontée qui est due aussi à des usages qui se sont transformés pendant cette période dite de confinement, où en fait les trafiquants se sont adaptés, et avec ce système de livraison à domicile de la drogue, en particulier aussi ont contribué par le biais de nouvelles technologies, les téléphones, les SMS, les boucles de messagerie sécurisées, qui permet une augmentation peut-être de cette consommation de drogue et de livraison de cette drogue-là en question, plus facile. Alors, on a la même situation pour les mises en cause des stupéfiants, donc on passe de 160 000 en 2020 à 262 000, donc là on a vraiment, littéralement, pratiquement, presque le double depuis 2016, presque. Donc là oui, on a une explosion de l'utilisation de la drogue. Donc ça après c'est les questions des amendes qui vont être fixées, parce que vous avez les amendes forfaitaires qui vont être fixées, et qui permet aussi peut-être de mieux suivre en fait les éléments des verbalisations qui vont être beaucoup plus fortes également, et donc qui vont faire augmenter aussi ce chiffre de personnes ayant fait un délit d'usage de stupéfiants. Alors on vous dit qu'il y a une augmentation aussi sur l'évolution des zones concernant par le trafic de drogue. Ce taux augmente avec la taille de l'unité urbaine jusqu'à 4,9 personnes mises en cause pour 1000 habitants, dans les unités urbaines recensant entre 200 000 et 2 millions d'habitants, donc les petites villes et grandes métropoles, soit 3,3 fois plus qu'en dehors des unités urbaines. Donc on a une concentration dans les agglomérations. Paris, bien sûr, est davantage visé,
Même s'il y a une extension dans les couronnes périurbaines, donc les zones aux alentours des agglomérations aussi, il y a un élément d'évolution. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait les usages en 2023 là. Donc usage pour 2023 seul. Hein. Usage de stupéfiants, on est à 23 423 personnes mises en cause, donc 92% des hommes. Trafic de stupéfiants, on est à 48 790 cas, donc 91% des hommes. Et sur les chiffres qui parfois sont balancés dans l'opinion publique sur des jeunes qui tombent dedans, bah sur les affaires qui ont été relevées, vous avez 9 854... Alors attendez. Est-ce que je peux vous le montrer comme ça? Alors, voilà. 9 854 jeunes de 13 à 17 ans, donc 5% des personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, contre 9 300 pour des 30 à 44 ans. Alors, je suis en train de voir... Ah oui, mais c'est sur l'ensemble. Usage de stupéfiants et trafic de stupéfiants, en fait, voilà, c'est 18% de l'ensemble. Si on mélange les deux chiffres, là, 61 732 à 9 302. Mais on est donc sur des jeunes donc, qui sont... Bah, le gros effectif, grosso modo, on vous dit c'est 19... non, c'est pas le gros effectif, qu'est-ce que je raconte? C'est les jeunes majeurs, j'ai lu trop vite là, qui eux, à 56%, donc 18-29 ans, ont été arrêtés et condamnés à différentes peines pour trafic de stupéfiants. Ensuite, vous avez au même niveau les 13-17 ans et les 30-34 ans. Donc on est loin peut-être d'une vision où c'est une jeunesse qui tombe complètement dans le trafic de drogue, mineurs en particulier, c'est-à-dire avant 18 ans. Donc déjà, ça remet un peu les pendules à l'heure, hein, où les médias nous donnent une image d'une jeunesse devenue entièrement délinquante. Alors, enfin, pour terminer là-dessus, qui permet de contrebalancer cette vision apocalyptique du trafic de drogue en France, la mise en cause pour usage comme pour trafic de stupéfiants sont majoritairement de nationalité française également, parce que bien souvent, on a aussi dans le discours politique et que ce sont les étrangers qui amènent ces problèmes-là. 80%, voire même 89% sont pour usage de stupéfiants français, 80% pour trafic de stupéfiants, c'est ce que vous voyez sur le graphique là. Et la part des étrangers, que ce soit dans la consommation ou le trafic de stupéfiants, on est aux alentours de 14%, donc originaires d'Afrique. Donc là, c'est des statistiques qui existent parce que tout simplement, elles sont liées à la nationalité d'une personne qui est tout simplement arrêtée et puis ensuite, par le biais de ses papiers d'identité, sa nationalité est faite. Et donc on voit qu'elle est largement dominée par les Français, hein, cette criminalité-là. Même si l'Afrique représente une population associée, représente 4% de la population résidant en France, mais 8% des mises en cause. Donc, il y a une part de personnes originaires d'Afrique importante parmi les étrangers dans ce trafic de stupéfiants. Mais, très loin derrière, le fait que ce trafic-là soit fait par des Français. Donc, ça remet en cause un peu ce fantasme-là du délinquant étranger concernant le trafic de drogue. Donc, je sais que ces chiffres-là vont pas faire plaisir à tout le monde parce que, bah oui, elles contestent et elles vont à l'encontre de certains biais cognitifs de certaines personnes qui vont peut-être être remis en cause dans leur manière de penser. Mais bien entendu, il faut toujours croiser ses sources, en discuter et n'hésitez pas à donner votre avis si c'est toujours fait avec bienveillance dans les commentaires sous la vidéo. Alors, on va terminer enfin par le recours désormais à cette notion de narcotrafic, d'un point de vue historien, c'est la petite cerise sur le gâteau que je vous offre. Avec une belle analyse, donc présentée notamment par le journal Le Monde également, donc du 5 février 2025. Donc, alors, et on terminera notre live stream là-dessus. Voilà. Alors, le narcotrafic, hein, en fait, dans le code pénal, n'est pas connu en tant que tel, hein, c'est trafic de stupéfiants, et c'est depuis une vingtaine d'années, depuis récemment plutôt, mais ça a pris 20 ans, hein, pour que le terme devienne
est utilisé dans le langage courant, notamment par le monde politique, comme on l'a vu avec le ministre troll Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Alors, on a donc face à un terme qui est utilisé de narco-racaille, narcotrafic, etc. Mexicanisation. Wow, mais non, mais Bruno, arrête d'utiliser des mots aussi durs. Mexicanisation du pays. Donc, est ici. Donc, hop là. Donc, on est face à voilà, un dialogue politique destiné à inquiéter la ménagère dans son foyer. Hein. Et donc, c'est un imaginaire voilà, qui puise dans un argumentaire militaire et géographique, mais aussi temporel. Donc, il renvoie à cette guerre contre la drogue, qui a été lancée notamment entre 1969 et 1974 par Richard Nixon, utilisé aussi dans ce discours politique par Ronald Reagan, notamment dans cette guerre anti-drogue. Alors, les éléments de cette militarisation de la question, notamment de la lutte contre le trafic de drogue, eh ben, va conduire tout simplement à un bilan fait par des historiens, et notamment par des personnes qui vont tout simplement se pencher sur la réalité en fait des mesures qui ont été prises et puis surtout de leurs résultats et sur les populations qui ont été visées. Alors vous avez plusieurs historiens qui remettent en cause notamment ce bilan qui a brillé par son inefficacité déplorable avec des effets pervers, hein, déstabilisation des États, guerre contre les pauvres, creusement d'un fossé racial notamment avec une réponse judiciaire extrêmement sévère et qui visait particulièrement certaines communautés, notamment afro-américaines aux États-Unis, sans résoudre le problème. Les États-Unis également ont lancé une logique répressive, c'est pour ça que ce que dit M. Trump d'envoyer des personnes au San Salvador dans une logique répressive, les États-Unis l'appliquent déjà et ça n'a pas forcément marché, hein. Les États-Unis ont été le pays qui a le plus incarcéré au monde, sans effet sur les organisations criminelles. C'est pour ça que cette logique en fait de discours ultra répressif, finalement, a des résultats qui sont quand même très très maigres. C'est beau, médiatiquement parlant, ça marque les esprits, mais en fait les réalités, elles sont proches de zéro. Alors Bukele, on l'a vu, au San Salvador, a diminué le taux d'homicide, mais cependant, il les a diminués aussi parce qu'il a négocié avec les différents gangs en question. Ça a été révélé par plusieurs éléments, plusieurs sites notamment, et comme je l'ai indiqué plus haut dans mon live. Donc ce terme est le produit d'une escalade verbale hein, qui depuis 3 décennies accrédite que l'État est en train de perdre pied, ce qui est complètement faux, hein, comme on l'a vu dans les chiffres cités, hein, et indique que la consommation de drogue devrait interroger sur la question de la prévention. Notamment qu'on consomme de la cocaïne dans les ministères, hein, et que cette consommation de drogue qui augmente, qui est une réalité, hein, devrait amener avec une logique de prévention. C'est-à-dire prévenir cette situation-là, lutter, mais lutter, c'est également comment on protège les gens et comment également on aide les personnes qui sont dans ces situations compliquées. Mais ça demande des politiques publiques qui demandent de l'argent, qui demandent du temps, qui n'est pas forcément l'alpha et l'oméga des hommes politiques qui, eux, pensent à des élections, notamment pour se faire élire. Et donc là est peut-être le dilemme et l'une des faiblesses peut-être de la démocratie, hein, entre le temps court et le temps long. Alors, donc voilà, on a fini notre petit live hebdomadaire, donc j'espère que le sujet vous a plu, vous a intéressé, et que n'hésitez pas à le commenter notamment sous la vidéo. Vous avez des éléments disponibles, n'hésitez pas à vous abonner également. Histoire Explore, c'est chaque semaine plusieurs émissions. Alors ces émissions, hop, je dois les avoir. Donc vous avez lundi Book Explore qui est tout simplement une émission consacrée à l'exploration de livres. Comme vous le voyez, je suis entouré de nombreux ouvrages et donc c'est des livres à la fois qui parlent d'histoire, qui parlent de jeux vidéo, qui parlent de faits d'actualité, etc. Donc on décortique un bouquin et on en parle ensemble et le but est d'apprendre et de développer son esprit critique. Ensuite vous avez mercredi une émission qui est consacrée donc à du jeu vidéo et du rétro gaming, du jeu vidéo au sens large en particulier. Le samedi, c'est l'émission auquel vous avez participé et que vous avez vue. N'hésitez pas à la commenter et à pousser l'émission par un petit pouce. Ça permet de gagner en visibilité et de m'encourager dans cette recherche de discussion.
et donc de présenter des contenus de qualité. Et enfin le dimanche, plutôt une émission destinée à du rétro ou voire même à du jeu vidéo actuel. Donc sans caméra, tranquille, sur un canapé, c'est du blabla child tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, rejoignez la cause. Et moi je vous dis à bientôt donc pour de nouvelles aventures